Va m'augmenter, donc j'ai été obligé de prendre des notes que je vais vous lire, ce qui d'ailleurs présente quelques inconvénients, notamment des redites. Mais c'est parfois utile, et comme il s'agit de conclusions, malgré tout, il va y avoir quelques redites. Alors effectivement, il est un peu difficile de faire des conclusions après vos interventions, après ce sujet-là, qui est un sujet un peu compliqué, surtout que vous avez vu, comme nos intervenants, et une intervenante, comment dire, charmante, claire, optimiste. Et par contre, nous avons un deuxième intervenant qui est un peu plus pessimiste et qui nous fait un peu peur. Mais bon. Comme chacun sait, les progrès qui touchent l'individu dans son existence même, voire de plus en plus vite, entraînant un certain nombre de conséquences parfois néfastes, notamment sur le plan éthique. Que d'ouvrages littéraires dont on a parlé sur ce sujet, de fiction, qui deviennent parfois des réalités. Notre frère Pascal lit beaucoup, j'ai noté, et va au cinéma aussi, regarde des films intéressants, qui parfois d'ailleurs refusent un peu la réalité actuelle. Bien sûr, la bioéthique nous concerne tous, et pas seulement les scientifiques et les politiques. Actuellement, les débats vont bon train dans la cité, justement la PMA, GPA, la fin de vie, beaucoup de remous passionnés avec des soubresauts quelquefois nauséabonds. Une société qui est à la porte de changements fondamentaux. Donc notre rôle de franc-maçon, c'est d'être bien sûr mobilisé. Il s'agit d'un combat, même si le terme est parfois un peu dur, du XXIe siècle, tout comme notre implication dans les chantiers de la 3e et 4e République il y a quelque temps. D'ailleurs, entre parenthèses, la franc-maçonnerie se doit de continuer ces fameux combats, puisque malheureusement, on est loin d'avoir acquis des choses. Notre sœur Christiane disait dans son introduction que les rêves les plus fous étaient en train de se réaliser. C'est à nous de veiller à ce que ces rêves ne deviennent pas des cauchemars. Donc j'avais écrit avant elle, mais elle a dû pomper sur mes notes, car nous pourrions simplement être dépassés par nos propres inventions, ça j'en suis parfaitement convaincu, sans compter leur utilisation par des gens peu scrupuleux ou quelques lobbies. On parlait de robots tout à l'heure et on disait l'intelligence artificielle, etc. Les robots pour l'instant sont programmés. Alors effectivement, tout dépend de la personne qui programme le robot, mais je reste persuadé que bien un jour, peut-être que ces intelligences artificielles risquent sérieusement de nous dépasser. Plusieurs secteurs, alors certes, donc je reprends mon texte, il ne faut pas tout voir en noir, avoir peur du nouveau, parfois de l'inconnu, et refuser tout ce qui de toute façon est inéluctable, à savoir le progrès. Toutes ces sciences améliorent le confort de l'être humain et participent certainement au bonheur. Enfin, plusieurs secteurs sont impactés sur le plan humain, l'environnement dans lequel nous vivons, de façon directe ou indirecte, l'écologie, la qualité de l'air que nous respirons, le changement climatique, ce que nous retrouvons dans notre assiette tout bonnement. Quelle place pour l'homme dans cet environnement informatique, médical, utilisation de fichiers, appareils de diagnostic et de soins, chirurgie, le praticien peut même opérer à distance, ce qui d'ailleurs m'a rendu quelques services, entre parenthèses. Mais parlons de l'homme augmenté, pas celui que je suis, peut-être quand même pas parmi vous. Un sujet à l'ordre du jour, si l'on peut dire, sur le plan de la reproduction également, la PMA, GPA dont j'ai parlé. Tant de progrès dans ce domaine, mais aussi de risques, de déviance. L'intelligence artificielle, ce qui, en ce qui me concerne, me fait le plus peur d'ailleurs. Imaginez-vous une machine hyper intelligente, mais dénuée de tout le côté affectif de l'homme. Dans un premier temps. Toutes ces sciences et tous ces progrès doivent entraîner une réflexion sur les risques d'une mauvaise utilisation, de problèmes de fiabilité, bien sûr, mais tout simplement, comme nous l'avons dit, d'inégalité sociale. Qui peut avoir accès à toutes ces nouvelles technologies? Vous voyez, il y a un certain nombre de choses qu'on a redit. Je vous remercie à tous, en tous les cas, de votre participation. Merci à tous nos intervenants et à la qualité de leurs travaux. Et comme nous disons chez nous, j'ai dit, je laisse la parole à mon frère Philippe, qui va vous inonder de paroles, comme il sait si bien le faire. Merci à tous. Donc la parole va être donnée à Philippe Foussier, qui est le grand maître du Grand Orient de France. Bonsoir à tous. Je vais essayer de ne pas vous inonder de paroles. D'abord, remercier les loges de Lyon qui
qui se sont mobilisés pour l'organisation de cette conférence publique de Lyon, j'ai bien dit de Lyon, et une de la Nièvre. Bravo. N'oublions pas la Nièvre. Et puis remercier Michel Saillous, qui s'est beaucoup mobilisé aussi pour l'organisation de cette manifestation, Jean-François Toledo, beaucoup d'autres, dont je n'ai pas nécessairement les noms en tête, et puis Loïc Bertrand qui a animé cette conférence publique. Je remercie évidemment la Grande Loge Mixte de France, son grand maître ici présent, avec qui nous avons toujours beaucoup de bonheur à organiser deux choses ensemble, et puis féliciter nos deux intervenants, Madame la Ministre, chère Christiane. C'est toujours un grand bonheur de t'entendre, et puis Pascal Neveu, président de la commission bioéthique du Grand Orient de France. Merci à vous d'être présents. Peut-être y a-t-il parmi vous, comme on dit chez les francs-maçons, des profanes qui découvrent pour la première fois un peu de ce qu'est la franc-maçonnerie, un peu de ce que sont les préoccupations des francs-maçons, thème de réflexion. Ce n'est qu'une partie, mais une partie importante, comme cela vous a été dit, puisque nous sommes actuellement dans un moment où les lois bioéthiques vont être révisées, et nous avons en effet à conjurer un certain nombre de risques qui se présentent à nous. Christiane Vienne le disait très bien, nous sommes un peu pris en étau entre les technoprophètes et les biocatastrophistes, entre ceux qui vont nous promettre une espèce de fuite en avant scientiste, d'un progrès incontrôlé, et puis ceux qui surfent sur la peur, essayent de nous dire que tous les progrès sont à éviter. Vous voyez, depuis quelques mois, comment se propage cette propagande, justement, contre les vaccins, avec ce que ça engendre, comme conséquence, le retour d'un certain nombre d'épidémies. Donc nous sommes pris en étau, encore une fois, ces risques-là. Aller dans un progrès incontrôlé, et puis sombrer dans une sorte d'hostilité obscurantiste au progrès. Nous avons donc à essayer de conjurer ces deux écueils avec ce qui plane aussi autour de nous, et cela a été souligné à plusieurs reprises ce soir, c'est-à-dire les enjeux financiers, les enjeux économiques qui entourent toutes ces considérations, au-delà du problème éthique, des questions morales que cela engendre. Il y a tous ces enjeux financiers considérables qui font que ça vient s'ajouter et ça vient rendre très complexe toute cette matière, mais que nos amis ont, je pense, largement éclairci ce soir. Il y a la nécessité, Christiane Vienne le rappelait aussi, il y a la nécessité, face à tous ces enjeux, de réguler les choses, de maîtriser. Et c'est le rôle du politique, c'est le rôle des responsables politiques, et c'est la raison pour laquelle il y a en France des lois bioéthiques, c'est la raison pour laquelle nous déléguons à nos responsables politiques le soin d'opérer cette régulation, de contrôler les choses, parce que nous pensons qu'on ne peut pas laisser simplement les scientifiques ou les laboratoires de recherche ou les industries de recherche pharmaceutique ou les armées. On ne peut pas laisser simplement les GAFAM d'un autre côté, on ne peut pas laisser les cultes, les religions s'emparer de ces débats, parce que les uns et les autres peuvent représenter de temps à autre des intérêts respectables, mais ils ne peuvent pas prévaloir sur l'intérêt général. Et donc il y a nécessité de définir un intérêt général qui laisse chacun à la bonne place, et c'est le rôle du politique. Et le rôle du politique, il est aussi d'assumer ses responsabilités et de faire en sorte que nous ne soyons pas menacés par des risques comme ceux que j'évoquais tout à l'heure, d'autant que, et Christiane Vienne l'a très bien rappelé aussi, ces avancées scientifiques qui se multiplient depuis
un certain nombre d'années, mais qui ne connaissent pas de fin, qui sont dans une sorte de spirale permanente, nous conduit à une forme de vertige, parce que lorsque nous avons compris à peu près ce qui se passe dans tel ou tel domaine, dans 6 mois ou dans 1 an, tout va être rebousculé à nouveau, tout va être remis en cause. Et donc nous avons à courir après ces progrès pour essayer de les comprendre. Et vous avez vu à quel point tout ce qui se passe autour d'un certain nombre de problématiques aujourd'hui, ce n'est plus du tout les mêmes enjeux que nous connaissions il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et donc tout ça progresse à une vitesse considérable. Et donc nous avons à prendre en compte tous ces éléments. Nous autres francs-maçons, cela a été dit aussi, et puis on l'a bien senti à travers les propos qui ont été énoncés, dans ces débats sur la bioéthique en France, nous avons des forces qui sont extrêmement déterminées. Je parlais d'Alliance Vita, je parlais d'un certain nombre d'autres, mais il y a derrière Civitas, il y a des mouvements qui sont très déterminés, qui viennent opérer une sorte de hold-up sur les débats bioéthiques en ce moment, qui saturent le débat, qui, sur le plan électronique comme sur le plan de la présence physique dans des forums qui sont organisés, ils viennent les perturber. Et la caractéristique de tous ces courants, c'est qu'ils ont des certitudes déjà acquises, absolues, dans tous les domaines. Et ils viennent pour asséner leurs certitudes. Et nous, notre approche, comme francs-maçons, vous l'aurez compris, elle est un peu différente. Nous cherchons. Nous avons certes un certain nombre de principes, nous ne sommes pas complètement hors sol, nous avons des principes, et j'y reviendrai, mais nous n'avons pas de certitude à asséner, nous n'avons pas de vérité. Et nous sommes là pour essayer de comprendre, nous sommes là pour essayer de nous interroger à la lumière de nos principes. Alors que eux, en face, ils sont très déterminés à nous asséner, en général avec des slogans réducteurs, voire parfois méprisants. Ils sont là pour asséner leur vérité, pendant que nous essayons d'élever le débat, si c'est possible. Et en effet, nos principes, ils sont toujours les mêmes, depuis que la franc-maçonnerie existe, c'est-à-dire de faire prévaloir l'intérêt de l'homme. Et lorsque certains courants nous disent qu'il y a un ordre divin contre lequel on ne peut pas aller, et que par exemple sur les débats sur la fin de vie, on nous dit mais Dieu nous a mis sur terre et Dieu vient récupérer sa créature à la fin de son existence, quand il l'aura souhaité, ce sont des propos que, y compris d'ailleurs des médecins, peuvent tenir. Et donc, vous voyez la responsabilité qu'ils ont, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le politique doit prendre ses responsabilités, pour ne pas laisser précisément les malades en fin de vie à la merci de la philosophie personnelle des médecins. Il faut qu'il y ait une loi qui incarne l'intérêt général, qui puisse permettre que lorsqu'on est dans un hôpital à Auxerre ou dans un hôpital à Tonnerre ou à Sens, je ne sais pas s'il y en a dans toutes les villes, mais on ne soit pas à la merci de l'approche particulière du médecin auquel on va être confronté pour décider, si vous n'avez pas décidé en effet de votre fin de vie, comment ça va se terminer. Est-ce que tel médecin va pousser sur la seringue ou pas, comme ce qu'on sait sur la fin de vie qu'il y a au moins 2000 euthanasies pratiquées en France, qui sont des euthanasies clandestines. Donc nous vivons dans une hypocrisie formidable, quelle que soit l'approche qu'on ait sur ces questions. Nous vivons dans une hypocrisie formidable vis-à-vis de ces enjeux, et donc il y a nécessité, en effet, d'essayer d'y voir plus clair et de faire en sorte que nous soyons davantage égaux devant la mort et devant notre capacité à choisir la fin de notre vie. Donc nous sommes là pour affirmer une vision et une approche humaniste de l'homme, c'est-à-dire une approche dans laquelle c'est l'homme avec un grand H, l'homme et la femme bien sûr, qui décident de leur propre destin, qui décident de leur propre destin pour mourir, qui décident de leur propre destin pour enfanter, dans le respect évidemment, en évitant tout ce qui conduit à la marchandisation, bien sûr, du corps, qui est aussi une menace considérable, qui est évidemment engendrée par ces
ces enjeux financiers que nous avons pointés tout à l'heure. Et donc, c'est cette vision humaniste de l'homme que nous devons affirmer sans cesse face à ces pouvoirs qui menacent, qui sont très présents. Hein, encore une fois, des pouvoirs obscurantistes, des pouvoirs financiers, des pouvoirs scientifiques. Et c'est cela que nous avons à réaffirmer. Donc le sens de cette réunion de ce soir, c'est pas de finir avec des vérités absolues, des vérités toutes faites, mais c'est de nous dire, de vous dire que nous avons à nous emparer de ces débats. Il faut être des citoyens actifs et ne pas laisser précisément ces courants, ces forces religieuses, financières, scientifiques, décider à notre place, parce qu'encore une fois, ce sont des enjeux extrêmement lourds qui nous concernent tous, qui concernent nos enfants, nos petits-enfants. Et donc, nous avons à prendre notre destin en main. Et donc, c'est tout le sens de la conférence publique que nous avons organisée, Grand Orient et Grande Loge Mixte de France, ce soir. En tout cas, merci à vous d'avoir participé, d'avoir été très attentif, d'avoir posé des questions, d'avoir écouté patiemment nos auditeurs et surtout moi. Merci pour votre grande patience.